Alors il s'agit maintenant, comme annoncé à l'instant, de s'intéresser aux solutions qui permettront de résorber la fracture socio-spatiale. Et là, deux sous-points. Nous allons d'abord voir qu'il est nécessaire de mettre en place un leadership politique associé à une réflexion géographique et sociologique profonde. Et dans un deuxième sous-point qu'il est capital d'impliquer les citoyens eux-mêmes. Alors intéressons-nous au premier sous-point. L'inégale mobilité urbaine, et ainsi l'accès lui aussi inégal aux services de la ville, représente l'un des aspects majeurs de la fracture socio-spatiale dans les grandes agglomérations. Alors, on entend par service l'accès aux infrastructures, routes, eau courante, égouts, ramassage des ordures, mais aussi les plus classiques qu'on connaît tous, commerce, soins, etc. L'étalement urbain a donc entraîné un allongement du temps de transport et les zones d'exclusion sociale, donc là où il y a les plus pauvres, sont de fait les espaces les moins bien desservis. Dans les villes-centres des pays développés, les municipalités ont mis en place des pistes cyclables, des lignes de tramway, avec pour objectif de limiter la circulation automobile, ce qui est très bien. Mais là encore, les espaces périphériques, où sont situées les populations les moins aisées, souffrent d'un manque d'infrastructures permettant une mobilité suffisante de leurs habitants. Donc, plus on s'éloigne des centres et plus la connectivité et l'offre de services est faible. Il est donc important de renforcer les mobilités entre les différentes zones de la ville afin d'offrir à tous les habitants les mêmes services. Il existe un certain nombre de réussites dans le monde, notamment en Amérique latine, où on a des programmes qui sont mis en place par des politiques volontaristes et qui ont permis de réduire les inégalités, par exemple en termes d'accès à l'eau courante ou aux égouts. Pas qu'en Amérique latine, en Thaïlande, on a le programme Ban Man Kong, qui est un programme de réhabilitation des bidonvilles à grande échelle, qui a été mené par différents acteurs et qui a beaucoup contribué à réduire les inégalités en termes de conditions de logement, d'accès aux infrastructures et aux services. Si on repart en Amérique latine, cette fois à Rosario, en Argentine, les politiques ont mis en place une série de mesures qui ont permis de réduire les inégalités au sein de la ville. C'est passé par une décentralisation des services, pour que les services soient accessibles dans toute la ville, par la mise en place d'un système municipal de soins accessible à tous, et par le développement de parcs, d'espaces verts et de manière générale d'espaces publics, afin que tout le monde puisse avoir accès aux services de la ville. En Colombie, dans la ville de Manizales, on a, durant les dernières décennies, eu des hommes politiques, des maires, qui ont soutenu l'amélioration des conditions de logement pour les groupes à faible revenu et qui ont travaillé vraiment durement à la réduction des risques de catastrophes pour les plus vulnérables. C'est-à-dire qu'ils ont basé leur action sur le développement des espaces publics et sur le développement et la mise en place d'un système public de surveillance qui informe les habitants des conditions environnementales dans les différents quartiers de la ville. Bref, ces exemples illustrent l'importance d'avoir un vrai leadership politique capable de rendre des comptes aux citoyens qui sont confrontés aux inégalités les plus graves. Et donc, on a bien compris que tout ça passe par une décentralisation des services afin que les plus riches comme les plus pauvres, peu importe le quartier, puissent en bénéficier et que ainsi on réduise les inégalités. Alors, lorsque la volonté politique est présente sur du moyen terme et qu'elle est associée à des expertises efficaces, il est possible de réduire les fractures socio-spatiales. Mais l'aspect humain est également à prendre en compte et de nombreux projets ne peuvent être réalisés sans une implication concrète des citoyens eux-mêmes. C'est ce que nous allons voir dans un deuxième sous-point. Alors si évidemment c'est un élément d'importance, il n'est pas possible de laisser les pouvoirs publics tout gérer. Par exemple, on peut avoir des pouvoirs publics qui ne souhaitent pas du tout endiguer les phénomènes de fracture socio-spatiale. En fait, les habitants eux-mêmes sont fort actifs. Si on prend l'Afrique ou l'Asie, on a vu dans les dernières années des organisations et des associations d'habitants de bidonvilles s'organiser et travailler eux-mêmes à la reconnexion des espaces dans lesquels ils vivaient au centre. Ces derniers ont pris des initiatives en réhabilitant eux-mêmes des maisons, en améliorant l'approvisionnement en eau ou encore en installant des toilettes. Certains groupes ont même réussi à négocier des terrains à bâtir, gratuits ou à bas prix, ce qui leur a permis de démontrer leur capacité collective à construire et donc à contribuer à l'aménagement de la ville. D'autres groupes ont réalisé des cartographies et des recensements des quartiers informels, en menant des enquêtes dans toute la ville et donc ainsi ont instauré un dialogue avec les autorités qui sont donc en charge de l'aménagement. De nombreuses municipalités travaillent donc, toujours en Asie et en Afrique aujourd'hui, avec les organisations, les associations, les fédérations d'habitants vivant dans les bidonvilles et réussissent à réfléchir à la réduction directe d'un ensemble d'inégalités. Ils se chargent par exemple de réfléchir à l'occupation des logements, aux infrastructures, aux services, à la participation, à l'implication des habitants de ces bidonvilles dans la conception de ces zones informelles, le but étant de les faire devenir formelles. Bref,
Tous ces programmes sont liés directement ou indirectement à l'un des aspects les plus profonds de l'inégalité, c'est-à-dire la discrimination subie par les personnes qui vivent dans les bidonvilles ou les quartiers informels. Alors par exemple, le maire de la ville d'Iloilo, aux Philippines, a noué un solide partenariat avec la Fédération des sans-abri des Philippines. Et ce partenariat permet d'aider à loger ou à reloger ceux dont les maisons ont été endommagées ou détruites par les inondations. Et ce partenariat permet aussi de travailler sur la prévention des catastrophes. On a donc un tas d'exemples qui montrent qu'en impliquant les citoyens, on peut réaliser des projets très concrets d'amélioration des logements et donc de fait d'une réduction de cette fracture socio-spatiale. Cependant, il faut être très honnête aussi, dans la majorité des cas, la plupart des grands projets des métropoles, notamment des pays développés, tendent plutôt à accroître la part des espaces verts, promouvoir les modes de transport doux et non polluants, à construire des immeubles écologiques et à avoir des centres extrêmement attractifs, extrêmement modernes et écologiques. Bon, il en va d'ailleurs de même, de manière assez symbolique, dans les métropoles des pays du Sud, c'est-à-dire que les villes et les centres restent des vitrines. Et au nord, l'impératif de mixité sociale clairement s'impose de plus en plus puisque la ville est extrêmement fragmentée, puisqu'on a vraiment un passif des villes du nord dans la construction de cette fracture socio-spatiale. Alors aujourd'hui, les autorités tentent de reloger une partie des habitants victimes des rénovations urbaines dans les pays développés. On a vraiment une vraie réflexion sur comment recréer une mixité sociale. Dans les pays du Sud, en revanche, on est dans un autre cas de figure puisque les mesures d'éviction des habitats informels perdurent. On pourrait prendre l'exemple des Jeux Olympiques où très régulièrement, ça s'est vu à Rio de Janeiro, ça s'est vu à Pékin, on rase littéralement les bidonvilles pour construire des infrastructures modernes afin de montrer au monde entier qu'on est une ville développée et riche. Et dans ces cas-là, il s'agit en fait tout simplement de masquer la pauvreté. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que on a des solutions qui existent, on a des actions qui sont mises en place, on a des associations qui travaillent au quotidien. Bref, on a vraiment des choses concrètes. Malheureusement, on a un gros travail qui reste encore à réaliser pour diminuer sur du long terme les fractures socio-spatiales des métropoles. Métropoles qui sont en plein développement avec la mondialisation et donc on arrive au bout d'un schéma et ces solutions qu'on a évoquées sont des solutions qui vont prendre énormément de temps si elles devaient être appliquées vraiment très efficacement par des gens très volontaires. Retenir donc de ce cours que la métropolisation, de fait, est à l'origine d'un renforcement des inégalités socio-spatiales. À l'échelle locale, la métropolisation a entraîné un étalement urbain qui a recomposé les espaces intramétropolitains. Cet étalement est à l'origine d'une accentuation des contrastes et des inégalités au sein des métropoles, à cause notamment de la relocalisation des populations en fonction des revenus. La fracture socio-spatiale est difficilement résorbable, car on l'a vu, ses origines sont très multiples, mais il existe des solutions concrètes et des réussites, comme le montrent plusieurs exemples de villes du Nord comme du Sud.